Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire qui vous est présenté par l'usine Nouvelle. Comment prémunir son entreprise contre la volatilité des coûts de l'énergie? Cette question, de nombreux acteurs industriels se la posent, en particulier depuis les crises que l'on connaît aujourd'hui et qui ont entraîné une réelle prise de conscience de tous les échelons de la société. Face à cette problématique majeure, investir dans les énergies locales et renouvelables, les fameuses ENR, semble être la bonne marche à suivre pour les industriels, puisqu'elles promettent une plus grande indépendance énergétique, des économies, mais aussi de décarboner l'industrie et donc de gagner un petit peu des points sur sa RSE. Alors, comment faire? Quel ENR mettre en œuvre selon sa situation? Comment financer un tel projet? Pour nous éclairer, je reçois tout d'abord Sandrine Delory, qui est directrice générale de la prospérité fermière Ingredia. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, vous serez notre cas d'étude aujourd'hui parce que vous-même, vous menez de tels projets depuis déjà un certain nombre d'années. Et vous êtes accompagné de deux experts essentiels pour répondre à toutes nos questions sur le sujet, puisque je reçois également Éric Vidalin, qui vous êtes directeur régional adjoint pour l'ADEME. Bonjour Éric. Bonjour. Et Nathalie Verriel, directrice du développement chez Engie Solutions. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et alors Nathalie, on va commencer justement tout de suite ensemble. Question assez simple, est-ce que vous pouvez nous rappeler le périmètre d'action d'Engie Solutions et pourquoi je vous présente comme un expert naturel des ENR aujourd'hui? Alors, plutôt qu'expert des ENR, je dirais expert des solutions renouvelables locales. Pourquoi solutions? D'abord, parce qu'en fait, nous ne travaillons pas uniquement sur la production des énergies, mais d'abord, nous cherchons à consommer moins avec nos clients. Donc, c'est un des premiers piliers. Alors, Engie Solutions, c'est une branche d'Engie parmi 4 autres activités. Vous connaissez probablement beaucoup plus la fourniture d'énergie aux particuliers ou aux entreprises, ou les infrastructures comme GRT Gaz sur le transport ou GRDF sur la distribution. Côté Engie Solutions, nous nous concentrons sur la décarbonation de nos clients, sur tous les sites, toutes les tailles, sur l'habitat, le tertiaire, les collectivités et bien sûr l'industrie, objet de notre échange aujourd'hui. Alors nous sommes 16 000 collaborateurs, on ne les voit pas toujours, ils sont sur les sites des clients, des techniciens partout en France et plus de 40 000 collaborateurs dans le monde. Ce sont nos alliés de la décarbonation. Pour décarboner, qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs leviers. D'abord, la sobriété, c'est un concept qui est réapparu à la mode. Donc, consommer moins déjà, réduire les usages. Nous travaillons sur un pilier important, c'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire, par exemple, produire la même quantité de vapeur, mais avec moins d'énergie, donc avec des systèmes et des technologies plus efficaces. Et enfin, vous l'avez cité, ces fameuses ENR, le verdissement de cette production, des utilités comme la vapeur ou l'air comprimé, avec les énergies renouvelables locales dont on discutera pendant ce webinaire. Ça va être le sujet. Alors, grosse partie de vos clients qui sont dans l'industrie, qui ont des enjeux majeurs, comme on l'a dit aujourd'hui. Quand ils vous consultent aujourd'hui, quelles sont leurs priorités concrètement? Alors, je dirais, je vois 3 enjeux majeurs. La compétitivité, la souveraineté industrielle et énergétique. Et enfin, tous ces enjeux RSE que vous avez cités qui deviennent prédominants dans l'industrie. Alors, sur la compétitivité, tous nos industriels, je pense, qui sont connectés aujourd'hui, sont quand même soumis à cette concurrence internationale et ces dernières décennies en Chine et aux États-Unis. Donc, c'est vrai que la stabilité des prix des énergies, c'est important dans cette compétitivité. Sur la souveraineté industrielle et énergétique, alors moi, je pense que nos destins sont liés. On l'a vu avec ces 2 crises, malheureusement, la crise Covid et la crise ukrainienne, ô combien l'énergie était importante pour nos usines, tant sur la disponibilité, puisqu'on a quand même eu des craintes de disponibilité, mais aussi sur les prix avec de nombreuses fluctuations et de volatilité, mais aussi sur les matières premières, sur l'agroalimentaire, par exemple, avec le blé en Ukraine, ou sur les médicaments. Donc, on se rejoint sur un certain nombre d'enjeux. Et enfin, ces enjeux RSE, toutes les problématiques environnementales et sociétaux.
Et alors là, les industriels ne nous ont pas attendu les contraintes réglementaires, ni les incitations. Mais il y a beaucoup d'industriels, tout comme Engie, qui sont promoteurs de ces nouvelles dispositions pour pouvoir vraiment promouvoir leur marque, promouvoir leurs produits autour des enjeux de RSE. Oui, c'est vrai que là, depuis la crise ukrainienne, on s'est rendu compte, à la crise de la Covid, on s'était déjà rendu compte qu'il était important de réindustrialiser la France pour retrouver une forme de souveraineté sur un certain nombre de choses. Je pense par exemple aux médicaments, etc. Et puis c'est vrai que depuis la crise ukrainienne, on se rend compte que c'est pareil dans l'énergie, alors que la France est quand même connue pour son parc nucléaire et une forme d'indépendance. Mais on va voir que c'est pas tout à fait aussi simple. C'est vous, Eric, qui nous parlerez de tout ça. Alors vous êtes accompagné aujourd'hui de la prospérité fermière Ingredia, que vous avez justement pu accompagner sur un projet de modernisation industrielle qu'on va étudier au cours de ce webinaire. Donc avant ça, Sandrine Delory, est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un petit peu votre activité industrielle ? Bien sûr. Donc la prospérité fermière, c'est une coopérative donc basée dans les Hauts-de-France, qui appartient à 700 exploitants agricoles, 700 fermes de taille régionale, des fermes à taille humaine, à peu près 60 vaches par exploitation dans les Hauts-de-France. Cette coopérative, elle a une filiale qui s'appelle Ingredia, qu'on a sur le fond derrière vous. Donc on fait des ingrédients laitiers pour à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec 450 salariés, on exporte 55% à peu près de notre production. Et donc, on produit des ingrédients laitiers qui ont pour vocation d'être livrés à des clients industrie agroalimentaire. Donc, les plus grands noms de l'agroalimentaire mondial font partie de nos clients. Donc, on a une très, très, très belle clientèle. Donc, dans la partie agroalimentaire et aussi dans la partie nutrition santé. Donc, si vous faites les courses, j'espère que c'est le cas, vous consommez toutes les semaines des ingrédients laitiers qui viennent de notre usine de Saint-Paul-sur-Ternoise, donc au travers de plaques de chocolat au lait, de yaourts, de fromage et aussi d'alicaments pour la prévention du stress ou la prévention du diabète. Donc, grand rayonnement quand même. Voilà, on est dans le B2B, mais ancré solidement dans les Hauts-de-France. Eric Vidalec, une des missions de l'ADEME, c'est notamment d'opérer le fonds chaleur. On va beaucoup en discuter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler son montant actuel et finalement ce que les pouvoirs publics essayent de mettre en œuvre par son intermédiaire ? Alors le fonds chaleur, il a une quinzaine d'années. C'est suite au Grenelle qu'il a été mis en place. 2023, on est sur un montant fonds chaleur France de l'ordre de 600 millions d'euros. 2024, on va avoir une augmentation de presque 40%, puisqu'on sera autour de 800 millions d'euros. Pourquoi il augmente ? Parce qu'en fait, c'est un des outils les plus efficaces pour développer les ENR et décarboner les sites, que ce soit des sites industriels ou des réseaux de chaleur. La Cour des comptes s'est penchée plusieurs fois dessus, et aujourd'hui, il y a un consensus sur le fait que c'est un des outils les plus efficaces. Il y en a d'autres qui existent, les certificats d'économie d'énergie, la fiscalité environnementale, mais en tout cas pour accompagner les acteurs économiques ou les collectivités à développer les ENR. C'est particulièrement intéressant. L'idée derrière, très concrètement, c'est d'accompagner la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables. En gros, on consomme moins de charbon, moins de gaz, moins de pétrole, et on les remplace par des énergies renouvelables. Donc ça va être de la biomasse. On pourra voir, c'est plein de formes d'énergie différentes, en fait, la biomasse. De la géothermie, de la chaleur fatale, du biogaz, du solaire thermique. Voilà tout ce que le fonds chaleur permet d'accompagner et de financer. Et en 2 mots, la logique d'intervention, c'est de rendre la substitution au moins aussi, voire un peu plus, parce que parfois il y a des prises de risque aussi, des industriels ou des collectivités, sur des solutions qui sont parfois éprouvées, mais comme la biomasse, on maîtrise plutôt bien, mais la géothermie, par exemple, profonde, c'est plus incertain. Donc l'idée, c'est de rendre à minima la solution renouvelable aussi rentable que la solution fossile, voire un peu plus intéressante pour accompagner cette prise de risque. Ouais, qu'on associe correctement l'enjeu économique, l'enjeu de performance dont vous nous parliez, Nathalie, à l'enjeu à la fois écologique et de stabilité des prix. J'ai une question du public, ça tombe bien, puisque ça me permet de vous rappeler à tous qui nous regardez aujourd'hui que vous êtes libres de nous poser vos questions directement dans le chat. Et dès qu'on a le temps, on essaiera d'y répondre. Alors, première question du public, je pense que ce sera pour vous, Eric. On nous demande ce que changent aujourd'hui les plans France Relance et France 2030. C'est vrai que ça a posé un nouveau contexte, notamment un élan de réindustrialisation qui est opéré par la France. Alors, qu'est-ce que ça peut changer du point de vue des missions de l'ADEME, des budgets que vous pouvez attribuer aux industriels ?
industriels? Alors, le fonds chaleur, c'est un outil qui a une quinzaine d'années, c'est ce que je disais. France Relance, ça a été mis en place suite à la crise Covid, en fait, où on a eu, avec les confinements successifs, des contractions fortes de l'activité économique. Donc, l'idée, c'était vraiment de soutenir les acteurs économiques dans la reprise, la relance de leur activité. Le titre France Relance, voilà, dit à peu près ce qu'on visait à faire. France 2030, on est dans une dimension plus structurelle, moins conjoncturelle que France 2030. L'idée, c'est de transformer notre outil industriel, le système productif industriel et agricole, pour le dire simplement, le décarboner et le préparer aux enjeux de demain. Mais la décarbonation est une grande composante de France Relance. Pour l'ADEME, simplement l'ADEME, c'est 9 milliards sur 5 ans, dont une grande partie qui vont être fléchés sur la décarbonation de l'industrie, donc qui vont permettre d'aller sur des sujets assez complémentaires au fonds chaleur, en fait, de l'efficacité énergétique dont on parlait, de la substitution, notamment de l'électrification de process, quand on peut substituer des usages gaz avec de l'électricité, par exemple, mais aussi des développements de technologies relativement nouvelles comme l'hydrogène, voire de la capture et stockage de carbone. Donc, tout le panel qui va permettre de compléter, en fait, les développements de chaleur renouvelable pour aller vers une transformation profonde de notre système industriel. Je rappelle l'ordre de grandeur en 2030 qu'on doit avoir en tête. Il nous faut diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. C'est ce en quoi on s'est engagé, la France, mais aussi l'Europe. Et c'est l'accord de Paris, en fait. Limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés à l'horizon de la fin du siècle, ça veut dire qu'il faut sortir des fossiles en 30 ans. Et la première étape, qui est absolument structurante et majeure, c'est 2030, c'est diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre. Et France 2030, c'est vraiment un objectif plus ambitieux quand en parallèle, on essaye de développer, de redévelopper l'industrie. Parce que c'est-à-dire qu'on crée de nouveaux acteurs industriels qui, du coup, doivent réfléchir d'emblée à leur impact pour respecter nos objectifs. Côté ADEME, est-ce que, dans ce contexte, vous constatez une accélération justement de ces questions auprès des industriels? Est-ce qu'ils se sont emparés du sujet? Est-ce qu'ils sont conscients de leur impact et de l'implication qu'ils doivent avoir pour qu'on atteigne tous ensemble ces objectifs? Alors, sur la question de la neutralité carbone, je dirais que c'est assez hétérogène. En fait, c'est une notion dont on ne parlait pas il y a 10 ans. C'est l'accord de Paris qui entérine vraiment ça. On passe du paradigme où c'est le protocole de Kyoto. Il faut réduire un peu les émissions de 5% en 2012. La neutralité carbone, il ne faut pas un peu améliorer les choses. Il faut sortir des énergies fossiles, pour le dire rapidement. En 30 ans, il faut quasiment sortir intégralement des énergies fossiles, donc du charbon, du fioul, du pétrole et du gaz. Ça commence à être compris. On a une grande partie des industriels, notamment des obligés, au-delà de 500 salariés, qui doivent réaliser des bilans gaz à effet de serre. Donc, il y a cette acculturation qui se fait petit à petit. Mais bon, je dirais que ça reste assez hétérogène. Ce qui a vraiment accéléré les choses, c'est la crise énergétique de 2022, dont on a parlé rapidement tout à l'heure, parce qu'elle a posé des questions économiques, avec des flambées de prix, mais des questions de souveraineté aussi fortes, puisqu'il y avait des approvisionnements qui étaient massivement bouleversés. Et donc, on a eu cette double crise, parce qu'on en parle de crise énergétique, mais en fait, on a eu concomitamment une crise sur le système électrique, liée à l'indisponibilité du parc nucléaire, avec les corrosions sous contrainte, à une moindre production éolienne la même année. Et en même temps, on a une crise sur l'approvisionnement gazier liée à la guerre en Ukraine. Donc ces 2 crises énergétiques, elles se retrouvent en 2022 au même moment, et ça aboutit à ces grandes tensions qu'on a vues avec des flambées sur les prix. On a vu des prix multipliés par 10. C'est-à-dire que la souveraineté, elle se réfléchit à la fois à l'échelle nationale, parce qu'on imagine bien que les pouvoirs publics et le gouvernement français veulent retrouver une forme d'autonomie par rapport aux ressources fossiles étrangères, mais elle se réfléchit aussi à l'échelle de l'entreprise. Finalement, l'entreprise peut potentiellement, avec les ENR locales, j'insiste là-dessus, essayer de retrouver la main, avoir sa propre source d'énergie et stabiliser les prix de l'énergie en ayant la main sur une source. Ouais. Et donc, ça a été vraiment un élément d'accélération de la compréhension des problématiques énergie-climat qui sont très liées. Puisqu'il nous faut avoir ce cap en tête. 2050, il faut sortir des énergies fossiles. 2030, il faut diviser par 2 les émissions. Et à très court terme, on a intérêt à le faire, parce qu'on a vu qu'on était extrêmement fragile. En France, il faut garder en tête qu'on importe l'intégralité de notre pétrole, de notre gaz, de notre charbon. Ça nous a coûté 100 milliards en 2022. D'où l'importance donc des ENR locales. Et Nathalie, je reviens vers vous sur ce sujet.
sur ce type de projet, finalement, quelles vont être les plus-values de Engie Solutions? Pourquoi s'adresser à vous concrètement? Alors, je dirais l'engagement, déjà. Engie a lui-même pris des engagements forts sur la décarbonation de sa propre activité. Nous avons annoncé être net zéro en 2045 et nous avons choisi aussi d'être net zéro dès 2030 sur 4 pays. En tant qu'énergéticiens, nous sommes nous-mêmes industriels. Nous produisons de l'électricité, des énergies renouvelables à très grande échelle. Et en fait, c'est ce savoir-faire qu'on veut aussi mettre à disposition de nos clients et de tous les industriels ici en France. Ce savoir-faire, c'est une exigence en termes de performance, en termes de sécurité que l'on veut développer avec nos clients sur des actifs. Alors, vous l'avez cité, on développe beaucoup des réseaux de chaleur avec les collectivités. On a plus de 160 réseaux en France que nous décarbonons. Et puis, nous avons des actifs de production chez les industriels eux-mêmes, de la production de vapeur, par exemple, ou d'air comprimé, comme je l'ai dit, qui étaient historiquement avec des cogénérations gaz, par exemple. Et nous avons développé des cogénérations biomasse depuis plusieurs décennies. Alors maintenant, on développe surtout des chaufferies à partir de la biomasse, de la récupération de chaleur, comme vous l'avez cité, de la géothermie, par exemple. Notre objectif, ce n'est pas uniquement de faire les travaux pour l'industriel, mais c'est bien de s'engager sur la durée. Nous allons étudier la solution avec l'industriel et nous allons l'exploiter. C'est important de rester sur site. Nos exploitants, je vous l'ai dit, sont sur toute la France. Sur des sites comme Ingredia, il y aura quelques techniciens. Sur des sites comme Airbus, pour maintenir et gérer des contrats de performance énergétique, on va être à la centaine de techniciens, par exemple. C'est ça, c'est-à-dire que déjà, d'un point de vue de l'organisation, du fait de votre nature, vous avez un maillage qui est extrêmement local, en fait. Voilà, très local. On veut vraiment être ancré sur ce territoire et surtout rester aux côtés de l'industriel pour nous engager sur cette performance, sur cette sécurité, sur ces installations qui ont des exigences propres à l'industriel. Alors, au-delà de ça, on a une équipe sur l'industrie commerciale en études et projets pour étudier les projets dont on parlera aujourd'hui, dédiés à l'industrie. Et nous avons aussi une équipe sur la réalisation des projets qui vont suivre les chantiers et les travaux associés. Et enfin, dernier point important, nous souhaitons investir aux côtés de nos clients. Donc, nous pouvons financer grâce aux subventions de l'ADEME, mais aussi les C2E, par exemple, mais aussi grâce à des moyens propres ou avec des partenaires financiers. Et donc, nous nous engageons sur le financement sur ces installations aux côtés des industriels. Très clair. Alors, on parle beaucoup, vous avez parlé de la biomasse, justement, le sujet de Ingredia, ça va être la biomasse, et vous n'avez pas du tout attendu France Relance, France 2030, vous n'avez pas attendu nos années contemporaines pour le faire. Est-ce que vous pouvez, Sandrine, nous rappeler depuis quand vous menez cette réflexion autour des ENR? Comment ça a commencé, la genèse du projet? C'est vrai que c'est intéressant d'écouter Eric parce qu'on est replongé dans la guerre en Ukraine et puis les accords de Paris. C'est vrai que nous, on a commencé ces démarches-là dès 2007. Donc, c'est bien avant tous ces éléments plus contemporains. Et donc, on était vraiment pionniers à l'époque d'en partir dans une chaudière biomasse pour un site industriel comme le nôtre, qui a une taille assez importante à l'échelle européenne. Donc, pionnier sur le dossier, on avait à l'époque, en 2007, 2 motivations. La première, c'était une motivation économique, puisqu'on avait des quotas de carbone, et donc il y avait un intérêt économique pour nous de partir sur la biomasse dès 2007. Et puis aussi un intérêt par rapport à notre approche environnementale qui est dans les gènes des agriculteurs, qui est dans les gènes de tous les collaborateurs de la prospérité fermière Ingredia. Et donc, c'est la convergence de ces 2 points-là qui fait que dès 2007, on est parti sur la biomasse. Donc, notre entreprise, elle appartient à des agriculteurs qui sont souvent des polyculteurs éleveurs. Et donc, c'est eux qui nourrissent le monde. Et en même temps, ils produisent de l'énergie. Et donc, on avait à l'époque plusieurs options. En 2007, on pouvait faire... Dans le Nord, il y a beaucoup de lin. Donc, on aurait pu utiliser des anas de lin. Mais on a fait le choix de la biomasse du bois énergie. Et d'ailleurs, dans le partenariat avec Engie, on est très heureux de pouvoir travailler avec l'Association française d'agroforesterie parce que le changement climatique implique de peut-être
planter d'autres espèces d'arbres, parce qu'avec les événements climatiques, il va falloir s'adapter à la nouvelle donne. Et donc, c'est intéressant pour nous, qui ne sommes pas des experts du bois, eh bien de s'adosser avec la Chambre d'agriculture des Hauts-de-France, avec l'Association française d'agroforesterie, pour pouvoir avoir quelque chose de cohérent par rapport aux enjeux climatiques. Donc, on a été les premiers à faire cette filière bois dans la région des Hauts-de-France en 2007, à la construire, cette filière pour la biomasse. Et c'est important d'avoir fait ça dès 2007, parce que cette ressource bois-énergie n'est pas infinie. Oui. Et donc, il va falloir on est heureux aujourd'hui d'avoir créé tout notre écosystème, puisqu'on ne pourra pas mettre une biomasse à chaque coin de rue. Et donc, d'avoir été parmi les pionniers en Hauts-de-France pour l'implanter, c'est important. Alors, elle n'est pas infinie. Ce qu'on veut dire, c'est qu'elle ne peut pas traiter l'ensemble des besoins énergétiques de la France. Maintenant, elle reste renouvelable. On replante du bois, etc. Il y avait un point important aussi, il me semble, c'est que ça permet d'avoir un levier de croissance supplémentaire aussi pour vos agriculteurs, puisque je crois qu'ils peuvent exploiter en partie les déchets végétaux de leur haie, c'est ça? Vous pouvez c'est nous ça, des vaches, elles sont dans des pâtures. Ouais. Donc les pâtures, c'est formidable parce que ça stocke le carbone. Et puis si autour de la pâture, vous avez des haies, eh bien nous, notre leitmotiv, c'est d'avoir un prix rémunérateur pour l'agriculteur, pour qu'on puisse maintenir un tissu d'élevage important dans les Hauts-de-France. Et donc le bois peut constituer un complément de revenus pour ces éleveurs, polyculteurs, éleveurs des Hauts-de-France. Donc on est effectivement très local, mais on est dans un circuit vertueux qui permet de soutenir l'économie des agriculteurs. Eric, avant qu'on poursuive, peut-être une petite parenthèse. On a parlé biomasse. Pour ceux qui éventuellement ne sauraient pas exactement de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce qu'est la biomasse aujourd'hui, la solution biomasse? Alors, en fait, ça recouvre beaucoup de choses. Pour essayer de dresser à grands traits ce que ça recouvre, on est sur de la matière organique d'origine végétale et animale. Et même une fois qu'on a dit végétal, c'est pas que le bois. En fait, on a parlé des anas de lin. Effectivement, en région Hauts-de-France, ça fait partie des territoires où on a les productions de lin les plus importantes de France. C'est des coproduits, les anas de lin, c'est-à-dire qu'on va faire du lin utilisé pour différents usages, par exemple du textile, et on va pouvoir utiliser les anas de lin dans des réseaux de chaleur. Donc ça va contribuer à chauffer une partie des bâtiments du territoire. Il y a évidemment le bois énergie, c'est la première chose à laquelle on pense, c'est la forêt. On coupe pas du bois pour faire que du bois énergie, on a du bois d'œuvre pour des charpentes, pour des meubles, mais il y a des choses qu'on ne valorise pas de manière aussi noble, donc c'est le bois énergie, c'est les plaquettes forestières, c'est les granulés, etc. On récupère les déchets d'autres industries d'une certaine manière. Voilà. Et puis, je parlais de biomasse animale, mais par exemple, les lisiers d'élevage, c'est des effluents qu'on va pouvoir valoriser dans des unités de méthanisation, avec d'autres composants, mais voilà un peu la biomasse, tout ce que ça recouvre. Donc, c'est beaucoup plus divers que le simple bois énergie. Et il y a évidemment le bois déchet, qui fait partie des solutions qui sont presque systématiquement mises en œuvre. Très clair. Côté Engie Solutions, est-ce que vous pouvez... Alors non, excusez-moi, je me perds dans mes notes. Je vais d'abord peut-être commencer par Sandrine, puisqu'on va présenter d'abord le cas d'usage. Vous avez initié un projet avec Engie Solutions autour de la modernisation de la chaudière dont vous venez de parler. Est-ce que vous pouvez évoquer pourquoi, en fait? Pourquoi il a fallu, là, à cet instant, faire cette modernisation? Quels étaient les enjeux? Déjà parce que la chaudière de 2007, on arrive en 2024, donc elle a fait son temps. Ça fait quand même une très longue période, donc elle est en fin de course. Il fallait la renouveler, et donc on souhaitait avoir une technologie plus moderne, plus performante. Donc tout à l'heure, Nathalie parlait de sobriété. C'est vrai que c'est la première chose qu'on va faire, c'est éviter de l'énergie. C'est celle qui est la plus renouvelable, celle qu'on ne consomme pas. Donc nous, on est certifié ISO 50001. C'est un point pour réduire et après repartir sur quelque chose de durable avec cette chaudière biomasse. Donc, on a travaillé avec Engie Solutions donc en 2021 et c'est important de noter que c'était avant la guerre en Ukraine, avant ces phénomènes d'inflation dont parlait tout à l'heure Eric. Ça veut dire qu'on s'inscrit vraiment sur le temps long. L'agriculture est un cycle au temps long, l'industrie est un cycle au temps long et c'est vrai que de réagir à des crises
d'inflation comme il y a eu suite à la guerre en Ukraine. Donc, du coup, il y a eu une multiplicité de projets biomasse qui ont vu le jour, mais nous, on était vraiment sur quelque chose qui a été fait avant, parce que c'est dans nos gènes que de faire attention à cette énergie, puisqu'on est un gros consommateur d'énergie. Alors après, il faut choisir un partenaire de confiance, parce que le lait, c'est une matière vivante. La constitution du lait change tous les mois en fonction de ce que les animaux, les vaches se mangent, voilà. Et donc c'est une matière vivante, et surtout c'est une matière périssable. Donc une fois qu'elle est sèche, sous forme d'ingrédients laitiers, ça peut attendre, mais le lait, vous le voyez chez vous, le lait, ça tourne, et donc ça peut pas attendre très longtemps. Donc nous, le maillage territorial qui est garanti par Engie est très important, parce que les vaches, elles font du lait toute l'année, il n'y a pas de jour férié. Notre site de Saint-Paul-sur-Ternouette, il est sur 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par an, Noël, jour de l'an, etc. Donc il y a gros enjeu de disponibilité de votre partenaire. Exactement. Donc ce partenaire, on est très heureux qu'il soit très très local à nos côtés. C'est pas des fiançailles, on est parti pour 15 ans. C'est un long partenariat, donc sur une période très très longue. Et ça nous a permis, aujourd'hui où on manque de ressources humaines, parce qu'il y a à peu près 60% des entreprises françaises qui ont peine à recruter, ce qui est notre cas aussi dans notre bassin de recrutement. On a beaucoup de gigafactories qui s'installent dans les Hauts-de-France, donc on a des difficultés à recruter. Et donc on a fait des choix. Donc se dire, nos forces vives, les compétences de nos collaborateurs, elles seront mieux mises au profit de l'éleveur, qui est l'actionnaire de l'entreprise. Si ces forces vives, on les met pour produire des ingrédients éco-responsables et innovants, plutôt que produire de la vapeur. Donc on a fait le choix de garder les forces vives pour le cœur de métier. Et la dernière chose qui nous a beaucoup été en phase avec nos valeurs, c'est que depuis 2007, on a créé un réseau de fournisseurs de bois localement, et on est engagé dans une démarche qui s'appelle les achats responsables. Et donc pour nous, c'était très important que les gens qui travaillent avec nous depuis 15 ans, ils restent dans notre projet de territoire. Et donc Engie a repris l'ensemble de nos fournisseurs de bois pour qu'on ait une transition. Donc sur 15 autres années, ça fait 30 ans. Et donc on est vraiment dans des rapports dans la durée et la confiance. Et alors, cette nouvelle chaudière moderne, elle est sur c'est par curiosité, mais un taux de décarbonation de combien à peu près, si on prend toutes les caractéristiques? 85%, je pense que c'est très, très, très élevé. En tout cas, on en est très fiers, parce que ça s'inscrit totalement dans notre volonté de décarboner toute notre activité. Nathalie, de manière générale, quelles vont être les étapes clés de l'accompagnement sur ce projet, par exemple? Par quoi on a commencé? Comment ça s'est déroulé? Alors, c'est vrai, comme l'a dit Madame Delory, au départ, on doit déjà apprendre à se connaître. Il faut un dialogue qui s'installe, comprendre les enjeux, donc les enjeux effectivement de ressources humaines évoqués, les enjeux éventuellement sur les investissements, et surtout les enjeux sur l'énergie. Il faut d'abord prévoir. Et ça, c'est pas toujours facile. Il faut prévoir sur 15 ans quelles seront les consommations, comment vous allez consommer, est-ce qu'il y a de grandes fluctuations ou pas. Là, on a évoqué 85%, c'est très bien pour l'industrie. Parfois, on aimerait faire mieux, mais ça dépend beaucoup du process industriel, ça dépend beaucoup de la courbe de charge. Donc, on passe ce premier temps de dialogue et à faire des études et un audit énergétique globalement de la production. Ensuite, on va définir une solution technique. Donc là, la biomasse, effectivement, elle était adaptée. Et puis, Ingredia avait déjà sa propre biomasse avant nous. Et on va regarder le mix énergétique le plus local, pour le coup, possible, pour optimiser ce mix énergétique. Donc, dans le cas de la biomasse, nous travaillons avec 400 fournisseurs. On a un panel sur tout le territoire et comme le disait Madame Delory, on a pu travailler avec les fournisseurs très locaux puisqu'on cherche toujours à être à moins de 100 km d'approvisionnement, voire dans la majeure partie du temps, on arrive à moins de 50 km. Donc voilà, on fait ce plan d'approvisionnement sur la biomasse. C'est vrai pour la biomasse, c'est vrai pour les ANA de l'Ain, comme on l'a vu, on a 2 projets aussi en Hauts-de-France là-dessus. Et ce plan d'approvisionnement, c'est quand même un des facteurs clés puisqu'il faut qu'il soit viable sur 10 ou 15 ans. Et c'est là où l'ADEME rentre en jeu, c'est qu'ils vont regarder ces plans
avec beaucoup d'attention pour voir si on peut tenir cet approvisionnement sur la durée. Et donc, vous accompagnez on fait la le dépôt, constitution du dossier auprès de l'ADEME. C'est vrai qu'on a un savoir-faire là-dessus. Comme je vous l'ai dit, on a une équipe dédiée sur l'approvisionnement biomasse. Et puis, nos équipes travaillent sur de nombreux dossiers avec l'ADEME. Et donc, on va regarder les subventions qui sont les plus appropriées au projet. Donc ça, c'est pour la biomasse. Ensuite, on monte ce dossier. En parallèle, on discute bien sûr des garanties de performance, des garanties contractuelles. C'est les sujets peut-être un peu plus difficiles parfois, une fois qu'on a la solution technique. Et le financement, bien sûr. Donc, on attend le retour de l'ADEME. Alors, il y a, je pense que M. Vidalien qui reviendra, il y a un peu deux guichets. Il y a des guichets annuels pour les grosses installations. Donc là, il ne faut pas louper les fenêtres de tir. Et c'est vrai qu'on travaille en amont avec les industriels. Ou pour les plus petites installations, on peut déposer des dossiers au fil de l'eau. Donc, voilà les étapes. Ensuite, l'ADEME nous fait un retour sur la subvention finale, puisqu'on fait des estimations dans les plans de financement, mais tant qu'on n'a pas le retour, on attend le retour et en parallèle, on finalise ce contrat à la fois sur le volet financier, une fois qu'on a eu les subventions ou les C2E, par exemple, associés. Et donc tout ça, ça revient à ce que nous disait Sandrine, c'est que vous devez simplifier énormément les processus, parce que j'imagine qu'effectivement, quand on a des petites équipes, ou en tout cas qu'on veut se focaliser sur son métier, de devoir gérer le remplissage des dossiers qui sont parfois un peu administratifs, etc., ça doit être d'une aide. Vous nous confirmez, Sandrine, mais j'imagine que c'est quelque chose qui fait partie de l'enjeu. C'est ça, et l'objectif, c'est vraiment de raccourcir ce délai, parce que on a vu avec les crises, on peut avoir quand même des productions d'énergie avec des prix beaucoup plus stables. Et donc, c'est vrai qu'on essaie de raccourcir. C'est quand même des projets qui prennent entre 18 mois et parfois 3-4 ans avec les industriels. Donc, notre objectif, c'est vraiment d'accélérer par ce savoir-faire et d'accélérer le dialogue avec l'ADEME, les parties prenantes et l'industriel pour avoir cette énergie plus stable le plus tôt possible. Alors, le temps file, mais je me permets quand même pour l'audience qui nous rejoint de vous rappeler que vous pouvez poser des questions dans le chat. Et puis, dès qu'on a une minute, on y répondra. Bon, après, si je suis très bon et que je pose déjà les bonnes questions, c'est normal que vous n'en posiez pas plus. Et là, justement, on a parlé de financement. Donc, moi, tout de suite, la question qui me brûle les lèvres, Sandrine, c'est combien ça vous a coûté concrètement de mettre en place cette nouvelle chaudière biomasse ? Jusqu'à présent, rien. Donc, c'est ça qui est un beau projet. C'est clair. Donc, non, c'est une aide précieuse. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a rien payé. Notre chaudière, elle a coûté à peu près 13 millions d'euros. Elle est en train d'être montée. On espère l'inaugurer début d'année 2024. Donc, sur les 13 millions, ticket d'entrée, zéro. D'accord. Voilà. Alors que les travaux ont démarré depuis l'été 2021. Donc, c'est vrai, de l'été 2021 à début 2024, il n'y a aucun décaissement. C'est très important. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très élevés. Donc, ça, c'est une aide précieuse pour nous. Une aide précieuse aussi que les financements, parce que les subventions représentent quasiment la moitié du coût de ces 13 millions d'euros. Donc, c'est extrêmement incitatif. Et donc, ça montre vraiment la volonté de l'État de décarboner l'industrie verte. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Et puis, comme le disait Nathalie, le montage des dossiers. Nous, comme on a une bande passante limitée à l'intérieur de nos équipes, c'est vrai que ce sont des très gros dossiers. On l'avait fait sur la chaudière précédente. On sait très bien ce que ça représente. Et le fait de ne pas monter le dossier, c'est aussi un temps précieux qui peut être alloué à notre cœur de métier. Donc, j'imagine quand même que ce n'est pas totalement gratuit. Donc là, concrètement, vous payez un loyer, c'est ça, sur les 15 ans de partenariat avec Engie qui va opérer la chaudière. On ne va pas nous oublier d'envoyer la facture dès qu'elle sera démarrée. Donc c'est ça. Donc sur les 15 ans, il y a un loyer. Et donc, il y a une partie de ce loyer qui est pris en charge par le fonds chaleur, c'est ça? En fait, le montant de 13 millions va être, si je fais simple, divisé par 15 ans. Et on va déduire du montant du loyer à peu près la moitié qui est obtenue sous forme de subvention. D'accord, très bien. Eric, justement, ça me permet de rebondir. Dans ce cas de figure, c'est sur... Nathalie a déjà un peu donné quelques indices, mais dans ce cas de figure, qu'est-ce qui va être étudié pour l'ADEME pour définir le montant en fait, du projet qui va être pris en charge par le fonds chaleur? Alors, il y a quelques critères qui sont incontournables. La base, c'est le taux d'énergie renouvelable. C'est-à-dire quand je l'ai rappelé peut-être de manière implicite précédemment, mais on va devoir pas uniquement substituer, pour le dire de manière triviale, passer du charbon au gaz,
c'est substitué, mais c'est du fossile pour du fossile. Certes, 2 fois moins carboné, mais ça émet quand même encore beaucoup. Donc là, ce qu'il faut, c'est aller vers des ENR. Donc il y a des conditions incontournables comme celle-là. Il y a des seuils minimums, c'est-à-dire qu'on ne va pas accompagner des tout petits projets qui peuvent être accompagnés par ailleurs par les conseils régionaux, par exemple. Et ensuite, nous, une fois qu'on se penche sur le dossier, on va regarder différents paramètres. Par exemple, la question des quotas carbone que vous évoquiez tout à l'heure. Si notre projet, le projet qu'on accompagne, il permet de sortir du système quota carbone, c'est des économies pour l'industriel. Donc, on prend en compte ce gain économique. On va prendre un prix de la chaleur de référence. Et aujourd'hui, ce n'est pas simple dans le contexte d'incertitude qu'on connaît. Et au final, on va faire les calculs pour définir le déficit de financement entre la solution fossile et la solution renouvelable. Et le résultat, le 50% que vous évoquiez, en fait, ce n'est pas une donnée d'entrée, c'est vraiment le résultat. C'est quel est le taux de financement qu'il faut qu'on apporte pour que le projet se fasse et aboutisse au même coût final de la chaleur livrée, voire à un coût un peu plus compétitif. Donc le but, c'est vraiment de débloquer. Et sans ça, ce serait probablement pas fait. Voilà. Vous avez évoqué, Eric, tout à l'heure avec Nathalie, un certain nombre de solutions techniques, puisque là, on parle de la biomasse, mais il y en a plein d'autres. Vous avez évoqué la géothermie, vous avez évoqué la récupération de chaleur fatale. Je pense qu'il y a aussi le photovoltaïque et le solaire. Nathalie, concrètement, en plus des retombées économiques de toutes ces ENR qui sont très locales, est-ce que vous nous confirmez qu'il y a des gains à faire d'un point de vue RSE pour les entreprises? Est-ce qu'on peut valoriser ça sur son rapport? Alors oui, bien sûr. Donc on a évoqué le taux d'ENR et donc les émissions à éviter avec ces solutions. Donc effectivement, vous l'avez dit, il y a la récupération de chaleur fatale. C'est d'abord le premier poste qu'il faut aller chercher. C'est la chaleur chez l'industriel lui-même. On a développé un projet avec le Safre, par exemple, où il produit de la levure. La levure, c'est une matière vivante, donc c'est exothermique. Et on récupère la chaleur sur une partie de sa production avec une grosse installation de pompe à chaleur de 20 MW pour pouvoir utiliser cette chaleur ensuite pour sécher la levure dans le process plus loin. Pareil, entre des industriels et des collectivités, on peut aussi récupérer la chaleur d'un industriel et l'utiliser pour les réseaux ou l'habitat. Donc effectivement, une fois qu'on a fait ces diminutions de carbone, nous, on les calcule pour l'industriel. Ils peuvent s'en servir pour leur rapport RSE, pour leur rapport sur tous les critères extra-financiers qui deviennent très importants dans les comptabilités. Et puis, on peut aussi donner d'autres indications comme notre propre empreinte carbone sur nos achats, sur le scope 3, par exemple, ou des indicateurs plutôt RH sur l'intervention, le périmètre très local justement et la limitation des déplacements, ou sur les alternants ou la féminisation, qui peuvent être d'autres critères aussi qui rentrent dans les rapports RSE. Bien sûr, il n'y a pas que l'environnemental. Voilà, et sur le volet social, peut-être dernier point, c'est vrai qu'on contribue certes à avoir des ENR et de l'emploi local sur nos propres sites, mais aussi, comme on l'a dit, sur la filière forestière et agricole, puisqu'on permet d'avoir des revenus complémentaires en utilisant ces résidus, que ce soit déchets, bois forestiers ou agricoles, et donc contribuer aussi aux revenus d'autres exploitants. Très clair. Eric, on évoque plein de solutions, là, différentes, des solutions techniques différentes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut se projeter, on peut dire à ceux qui nous écoutent, ces industriels, qu'en théorie, il existe toujours une solution d'énergie renouvelable locale à portée de main? Ça fait partie effectivement des intérêts des renouvelables. On ne les a pas toutes partout, mais on est à peu près certain, quels que soient les lieux, qu'il y en a une ou plusieurs qui sont capables de répondre à nos besoins. Entre du solaire, qui va permettre de faire de l'électricité ou de la chaleur, de la biomasse, toutes les biomasses qu'on évoquait tout à l'heure, de la géothermie qui va permettre de récupérer de la chaleur du sous-sol, de la récupération de chaleur sur les process ou sur des eaux usées, par exemple, avec des pompes à chaleur. En fait, il y a une multiplicité de sources d'énergie renouvelable qui permettent vraiment de considérer ces solutions-là aujourd'hui comme des alternatives crédibles, techniquement, et compétitives. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Il n'y en a aucune à écarter a priori. Donc c'est pour ça que c'est important de s'appuyer sur des acteurs qui travaillent sur l'ensemble des ENR et de ne pas partir bille en tête en mode on va faire des renouvelables, tiens, on va tout passer à la biomasse et puis au bois énergie et puis c'est réglé. On a besoin d'avoir des approches plus larges, mais on a vraiment une multiplicité de ressources
en France, notamment avec un climat tempéré, avec des ressources géologiques qui permettent de faire de la géothermie à beaucoup d'endroits. C'est vraiment un intérêt pour l'ensemble des territoires et l'ensemble des sites industriels notamment. Après, on peut avoir des contraintes des industriels qui ont besoin de chaleur à un niveau très élevé. Donc avec du solaire thermique, par exemple, on ne pourra pas faire ça, mais avec de la géothermie profonde ou de la biomasse, ça peut être envisageable. Ça va être tout l'enjeu de l'ADEME et d'Engie Solutions, donc de vraiment trouver la solution qui soit cohérente concrètement avec le besoin et puis avec les finances potentielles. On arrive tout doucement vers la fin de ce webinaire. J'aimerais qu'on aille un peu plus vers l'avenir aujourd'hui. Et peut-être au départ, on a commencé par définir ce qu'était le fonds chaleur. Comment il va évoluer dans les années à venir? Est-ce qu'on a déjà une projection du budget qui va être alloué? Alors, nos budgets, ils sont votés annuellement. Donc, l'an prochain, oui, on le fait. Il sera à quelques 800 millions. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est une augmentation continue. C'est un outil qui est relativement consensuel. Il a été bien évalué systématiquement, je le disais, par la Cour des comptes. Et donc, on est sur des trajectoires d'augmentation. Donc ça fait vraiment partie des cadres à avoir en tête pour les collectivités, les industriels, les entreprises. C'est un outil fiable, qui est compétitif, qui a fait ses preuves. Il sera là pour les années qui viennent. Donc ça fait plutôt partie des bonnes nouvelles. Et sur le pluriannuel, c'est ce que je disais, France 2030, on sait que là, pour 5 ans, on a un fonds de décarbonation de l'industrie de l'ordre de 9 milliards pour accompagner tout le reste, l'efficacité, l'électrification, l'hydrogène, la capture et stockage de carbone. Donc on a un petit peu de visibilité et on voit qu'on a des accompagnements significatifs pour aller sur des décarbonations profondes, fortes des systèmes industriels. La projection est en hausse, donc est positive. Donc il n'y a plus qu'à aller chercher cette aide-là pour ceux qui nous écoutent. On a parlé d'Ingredia, là on était quelque part sur de l'existant. On sait aussi qu'à l'avenir, la France veut réindustrialiser son territoire, donc on va probablement avoir de nouveaux acteurs industriels qui vont s'implanter. Comment on mène cette réflexion quand on implante une nouvelle industrie? Est-ce que c'est différent de se reposer sur l'existant? Nathalie, je crois savoir que vous avez participé à l'implantation d'un autre acteur qui s'appelle Agronutris. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors tout à fait, Agronutris, c'est une start-up qui produit des protéines à partir de la mouche soldat. Et cette start-up a décidé de passer à l'échelle industrielle et a construit sa première usine à Rethel. Et c'est vrai qu'on est fiers d'avoir contribué à l'émergence de ce projet. Alors, on est un acteur parmi tant d'autres. C'est déjà toute cette force des dirigeants. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller à l'inauguration. Et vous voyez toute cette ferveur et, comme Madame Delory, cet engagement qu'ils ont pour développer l'industrie en France. Mais c'est aussi, effectivement, des partenariats avec les collectivités locales, les communes. La commune s'est beaucoup mobilisée, la communauté de communes, la région, bien sûr l'ADEME, la BPI et le fonds Mirova. Et donc, c'est vrai que c'est une synergie entre plusieurs acteurs pour pouvoir trouver les financements associés et vraiment passer à l'échelle. Donc, nous, on s'est concentré sur notre savoir-faire, c'est les utilités. Donc, on produit le chaud, le froid, l'air comprimé pour Agronutris. Et c'est aussi un investissement du même ordre de 14 millions d'euros que l'on a apporté au projet d'Agronutris. Donc, voilà, c'est possible d'avoir de nouvelles implantations en France par cette synergie entre tous les acteurs locaux. C'est vrai qu'on ne croit pas trop. C'est vraiment il faut ces partenariats et il faut cet engagement de toutes les parties prenantes pour arriver à faire cette transition énergétique. Clairement, on ne le fera pas seul et les industriels ne le feront pas seuls non plus. Mais c'est vrai que c'est vraiment cette synergie qui a apporté ses fruits. Très clair. Eric, du côté de l'ADEME, quelle est votre analyse sur l'importance pour ces nouveaux acteurs industriels qui vont s'implanter aujourd'hui de prendre dès le départ à bras-le-corps la question de l'énergie renouvelable, de l'indépendance énergétique? Quel est le message que vous voulez leur passer? Alors, que les renouvelables sont vraiment compétitives et intéressantes pour répondre quasiment à l'intégralité de nos besoins énergétiques. Peut-être insister sur ce que Nathalie évoquait tout à l'heure, la sobriété et l'efficacité néanmoins. C'est-à-dire que c'est, et Sandrine l'évoquait sur le site industriel en particulier, c'est-à-dire commencer à s'interroger sur nos besoins et la manière la plus efficace de répondre, c'est vraiment ça, la sobriété et l'efficacité. Pourquoi c'est absolument central? Si on regarde l'image globale, on n'arrivera pas à répondre à nos 1700 TWh consommés annuellement
avec des énergies renouvelables intégralement d'ici 2050. La biomasse, elle est limitée. Certaines technologies ont des limites. Donc, réduire les besoins, ça veut dire qu'on peut avoir les renouvelables qui vont être très pertinentes pour beaucoup d'usages. Le bois énergie, il n'est pas illimité, par exemple. Donc ça, c'est vraiment un point central. Et 1700 TWh, c'est ce qu'on consomme aujourd'hui à l'échelle française. Si on veut réindustrialiser en même temps, ça veut dire qu'on a des nouveaux usages qui arrivent. On en a parlé, dans les Hauts-de-France, par exemple, on a des gigafactories, 4 gigafactories. Les 4 françaises qui sont annoncées, pour le moment, elles sont là. C'est des nouvelles consommations gigantesques. On a des producteurs d'hydrogène qui arrivent sur Dunkerquois, notamment. On a de l'électrification de process historiques. Donc, on voit qu'on a plein de nouveaux usages. C'est des térawattheures dont on parle. Ce n'est pas des gigawattheures, c'est l'unité térawattheure. Sauf qu'il faut sortir de la vision, notre électricité est déjà décarbonée. Il suffirait d'appuyer sur un bouton pour faire sortir des térawattheures décarbonés. Donc c'est pour ça que dès le début, il faut s'interroger sur la sobriété et l'efficacité pour avoir des besoins qu'on a déjà bien maîtrisés. Et pour ces nouveaux usages, il faut qu'on pense en même temps qu'on a des nouveaux usages, de nouvelles productions. Parce que les productions décarbonées, elles ne sont pas là aujourd'hui. Comme je disais, la crise de 2022 a montré que c'était extrêmement contraint sur le parc électrique nucléaire français notamment. Et même s'il revient au niveau historique, on a besoin de nouveaux térawattheures décarbonés. Donc il faut accélérer pour les nouveaux acteurs. Donc il faut accélérer aussi sur les développements des renouvelables. Il faut passer aux renouvelables des process existants, mais faire plus de renouvelables pour les nouveaux acteurs industriels. On rappelle peut-être le coût de l'inaction parce que c'est assez parlant. Je crois que c'était... on a eu 100 milliards d'importations d'énergie fossile pendant la crise ukrainienne pour 40 milliards de boucliers. C'est ça. On est passé de 30 à 40 milliards de factures énergétiques par an, les rythmes des années précédentes, pour acheter du pétrole et du gaz, je le rappelle, intégralement importé. On est passé de 30 à 40 milliards à 100 milliards. Bon, voilà, ça illustre quelque part le coût de l'inaction. L'importance qu'on s'y mette tous. Est-ce qu'on accepte d'investir un peu plus aujourd'hui ou est-ce qu'on continue chaque année à sortir de notre économie des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros? Alors, on va prendre quelques minutes de plus à notre audience pour terminer, mais on y est presque. Dans tout ce que vous nous dites, on comprend bien qu'il y a une convergence entre les enjeux économiques des entreprises, les enjeux RSE de ces mêmes entreprises, mais aussi les enjeux des pouvoirs publics autour de la transformation écologique des territoires. Et finalement, je crois que ce qui résume le mieux ce maillage coopératif, c'est la définition, Sandrine, que vous faites de ce que vous appelez la RTE. Alors, on ne parle pas du réseau d'énergie, mais est-ce que vous pouvez nous définir ce que vous entendez par là? Oui, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que les agriculteurs, depuis toujours, ils ont eu à cœur les conséquences du climat. Parce que depuis toujours, leur activité, elle est liée au climat. Les coopératives agricoles, c'est la même chose. Nous, du coup, on est fortement impactés. C'est pour ça que toutes ces actions, on les a engagées dès 2007. Donc la RSE, on n'y est pas soumis par des exigences réglementaires. La déclaration de performance extra-financière, on est une trop petite entreprise avec 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour y être soumis. On y sera en 2026. Mais par contre, on l'a dans nos tripes. On l'a dans nos gènes, on l'a dans notre engagement. On se définit comme des explorateurs laitiers parce que c'est ça vraiment notre credo. On l'a fait beaucoup avec plein d'initiatives et on s'est rendu compte qu'après, il fallait que, comme notre clientèle, ce sont des grands groupes agroalimentaires qui, eux, sont soumis à cette déclaration, eh bien, on a besoin de mettre des indicateurs, on a besoin de se processer. Et donc, on est parti sur être certifié. Donc, c'est comme ça qu'on a été certifié ISO 26000 en décembre 2021 et cette année, certifié B Corp. Mais quand on fait ça, on avance tout seul, comme à la piscine, dans sa ligne, et on ne s'occupe pas des autres. Et aujourd'hui, on a une vision plus large, et c'est d'ailleurs le plateau que vous avez aujourd'hui, avec les représentants de l'État et des champions de la décarbonation, les décarboneurs. Donc, je suis très heureuse que les explorateurs laitiers travaillent avec les décarboneurs, parce que le challenge sur le réchauffement climatique, il est tellement important que ça ne marchera que si à l'échelle d'un territoire, il y a un maillage transversal hyper fort pour que tous ensemble, on relève ce défi. Et je suis convaincue qu'on en est capable quand on voit que tous les maillons se mettent bien en synergie et en force. C'est hyper engageant, hyper stimulant. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on passe de la RSE à la RTE avec des partenaires
de très grande taille comme Engie. Nous, on est une entreprise de taille intermédiaire et on est très fiers de le faire avec ces champions. RTE qui veut dire responsabilité territoriale des Tout à fait. entreprises. Et donc concrètement, c'est l'idée de sortir de son silo, qu'on fasse plus de la RSE, qu'on n'essaye plus de réduire son impact écologique à l'échelle simplement de l'entreprise, mais qu'on essaye de voir comment on peut tous participer à celui des autres, si je résume. C'est exactement ça. Vous faites partie de mon fan club de la RTE. Et ben voilà, tout à fait, je suis fan. Et Nathalie, je voudrais savoir pour conclure ce que vous en pensez de cette RTE chez Engie Solutions. Alors Comment bien vous sûr, insérez je dans pense cette que logique. vous l'avez vu aujourd'hui, on partage cette conviction que ce sont vraiment ces synergies. Nous accompagnons des collectivités tous les jours et des industriels tous les jours dans cette transition énergétique. Donc, même si tout le monde ne l'a pas encore fait, on a quand même décarboné déjà beaucoup de collectivités et d'industriels. Comme je l'ai dit, la souveraineté industrielle et énergétique, pour moi, c'est très, très lié. Nos destins se sont croisés. Je voudrais juste ajouter, on ne veut pas décarboner uniquement les 50 plus grands sites pollueurs en France. C'est nécessaire et c'est très important, mais on veut accompagner toutes les entreprises, et quelle que soit leur taille, dans ce chemin, parce que la décarbonation, c'est aussi une baisse ou une stabilité des prix des énergies et une croissance, comme on l'a vu, durable et soutenable. Donc, on pense que vraiment, on peut accompagner tout type d'entreprise et toute taille dans ce défi. Et effectivement, en France, on a quand même beaucoup d'atouts et beaucoup de ressources. Je voudrais passer un dernier message, si vous me le permettez. On veut plein d'alliés de la décarbonation, comme on a eu aujourd'hui. Comme vous le savez, en France, on a beaucoup d'emplois, à la fois en industrie, à la fois sur la transition énergétique. Il y a la semaine de l'industrie qui commence, et je pense qu'on doit tous être promoteurs de ces beaux métiers. On manque de compétences, des hommes, mais aussi beaucoup de femmes, des femmes ingénieures et techniciennes qui doivent rejoindre ces métiers techniques, parce que sans elles, nous nous privons de 50% de la population. Et donc, pour relever tous ces défis, je crois que c'est 1 million d'emplois sur l'industrie. Donc, en tout cas, il y a du boulot et nous pouvons tous y aller, allier de la décarbonation. On est tous concernés, effectivement, y compris vos futurs collaborateurs. En tout cas, j'ai bon espoir que ce webinaire aura permis d'engager un peu plus de réflexion du côté des industriels. Moi, en tout cas, je suis un pragmatique, donc je retiens billet d'entrée 0 € sur un projet à 13 millions, puis en plus, pas du tout de nécessité à remplir les dossiers, etc., parce qu'Engie Solutions est là pour le faire et pour garantir que l'ADEME puisse soutenir le projet. En tout cas, c'était très clair. Merci à tous de votre témoignage et je souhaite une bonne journée à notre audience. Et puis, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Bonne journée.